Bien, bonjour Monsieur Sidney Delgado, vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université et également biologiste de l'évolution et vous êtes rattaché à l'Institut de systématique, évolution et biodiversité associé notamment au Muséum d'histoire naturelle. Et aujourd'hui, je vous accueille dans ce podcast afin d'explorer divers sujets liés à la sélection naturelle et notamment ses effets sur notre espèce Homo sapiens. Déjà pour Richard Dawkins, la sélection naturelle est la survie non aléatoire de variants aléatoires. Êtes-vous d'accord avec cette définition et comment définissez-vous la sélection naturelle? Alors c'est un peu ça, la sélection naturelle, c'est le fait qu'il y ait un mutant, une variation, qui soit héréditaire, ça c'est très important, il faut vraiment que ça soit lié au génome, et l'individu qui porte cette mutation va avoir un avantage dans l'environnement et à un moment donné, parce que ça va changer avec le temps. Et le porteur de cette mutation va laisser plus de descendants que les autres, parce qu'il survit mieux, parce qu'il se reproduit mieux. Et au fur et à mesure que le temps va passer, finalement, la population va s'enrichir de cette mutation, et à la fin, toute la population, à 100%, sera porteur de ce variant, de cette nouvelle mutation. D'accord, merci pour votre réponse. Et justement, nous allons nous intéresser un peu plus à l'humain et notamment à la notion de pseudogène, ce qu'on pourrait qualifier de gènes morts, qui étaient actifs chez nos ancêtres mais qui ont été réduits au silence. Et un pseudogène, pour donner une définition succincte, ce serait un gène inactif au sein d'un génome du fait d'altérations génétiques le rendant non fonctionnel et donc incapable de conduire à l'expression d'une protéine. Et l'être humain, lui, posséderait 2000 pseudogènes sur 30 000 gènes. Est-ce que vous auriez un exemple de pseudogène? Oui, alors moi j'ai travaillé justement sur un certain nombre de gènes qui servent à faire les dents. Et il se trouve qu'il y a plusieurs lignées qui ont perdu les dents au cours de l'évolution. Il y a les oiseaux par exemple, il y a les tortues, il y a un certain nombre de mammifères comme dans la famille des tatous qui ont perdu les dents. Et il se trouve que ces animaux-là, au cours de leur évolution, ayant perdu les dents, tous les gènes qui servent à faire les tissus dentaires sont devenus inutiles. Donc ils ont accumulé des mutations qui ont fait que finalement la protéine, elle ne fonctionne plus, ou elle est même plus fabriquée du tout. Et ils vont petit à petit dégénérer, c'est-à-dire accumuler des mutations qui autrefois étaient éliminées par la sélection naturelle. Donc il y a deux gènes sur lesquels j'ai travaillé, l'énaméline et la mélogénine. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a cherché ces pseudogènes chez les oiseaux, chez le poulet, et en fait ça fait 120 millions d'années à peu près, d'après les estimations, que les oiseaux ont perdu les dents. Mais on arrive encore à trouver les traces de ces deux gènes. Ça veut dire que ça disparaît, que l'effacement est progressif, mais malgré tout, au bout de 116 millions d'années, on peut encore reconnaître un gène. Et donc l'expression « quand les poules auront des dents », est-ce qu'elle va devenir réalité? Est-ce que ces gènes peuvent se réactiver ou non? Ça veut dire que malheureusement, c'est plus possible, à moins de faire des manipulations génétiques et de réintroduire par des techniques de génie génétique un gène fonctionnel, sinon c'est impossible. Ils ne peuvent pas ressortir des dents à un moment. D'accord, oui. Et comment ces pseudogènes peuvent être supprimés totalement par l'évolution naturelle? Ça se fait de manière progressive, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler petit à petit des mutations qui vont faire qu'à un moment, ils seront absolument impossibles à reconnaître des régions qui ne servent à rien du tout. C'est-à-dire que voilà, quand vous regardez dans un génome, de toute façon, vous prenez une séquence d'ADN, vous pouvez la transformer comme ça en protéines pour voir si vous reconnaissez des choses. Mais petit à petit, il y aura tellement par exemple, de codons stop qui vont faire que la protéine est empêchée d'être exprimée. Et finalement, c'est progressivement avec le temps que le gène va être totalement effacé. Mais parce que là j'essaie de comprendre en détail, ce gène-là, comment ces petites mutations vont être sélectionnées au fil du temps si ça change rien, si au bout d'un moment il n'est plus actif, comment ça va être sélectionné au fil du temps? En fait, les mutations, elles s'accumulent de manière aléatoire dans le génome. Elles peuvent toucher un gène ou une région en dehors d'un gène, mais si ça touche un gène et que la fonction est très importante, la sélection naturelle va éliminer la mutation. Parce que le porteur de la mutation ne laissera pas de descendance. Donc en fait,
Les gènes sont protégés des mutations grâce à ça, grâce à la sélection naturelle. Mais quand un gène devient inutile, puisque la fonction est perdue, et que finalement, que la protéine soit exprimée ou pas, ça n'a aucune importance. Les mutations qui s'accumulent dans un gène, elles vont rester, elles ne vont plus être éliminées. Et en fait, un gène, d'un seul coup, au fur et à mesure que les millions d'années vont passer, il va être perclus de mutations un peu partout. Il y a des changements qui autrefois étaient éliminés, qui ne seront plus éliminés. C'est comme ça que finalement le pseudogène va évoluer. D'accord. La troisième question que je souhaitais vous poser, toujours en rapport avec Homo sapiens, le développement embryonnaire de l'être humain débute de la même manière que les autres vertébrés, et le fœtus ressemble d'abord à un embryon de poisson, puis à celui d'un amphibien, d'un reptile, puis d'un mammifère, donnant à voir la reproduction d'une séquence évolutive. Comment expliquer ce phénomène? Alors, ça c'est très intéressant, parce que le fait de marier l'embryologie avec l'évolution, c'est quelque chose de très récent. Ça vient des années 90. Pendant des décennies, aucun scientifique n'a pensé à marier l'évolution et le développement embryonnaire. Alors Darwin parle du développement embryonnaire comme étant la preuve de l'évolution. Parce qu'on voit, quand on voit un embryon humain avec des fentes branchiales, ça nous prouve qu'on avait un passé aquatique à une époque. Voilà. Et il montre que c'est des preuves de l'évolution. Par contre, à un moment, alors ici, à un moment au 19e siècle, il y a un scientifique du nom de Haeckel, Ernst Haeckel, un scientifique allemand, qui a eu une illumination. Et il a dit qu'en fait, c'est des changements durant le développement embryonnaire qui vont créer des formes nouvelles. Sauf que sa théorie a été abandonnée pour diverses raisons historiques, et que finalement on est revenu à cette idée dans les années 80-90. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a compris qu'il peut y avoir des mutations qui vont toucher un embryon durant sa formation. Et par exemple, un embryon qui va commencer à fabriquer des pattes, à un moment, il va y avoir une mutation qui va faire que ces pattes vont être résorbées. Et on va obtenir, par exemple, on passe d'un lézard à un serpent qui n'a plus de pattes. On a un embryon qui va commencer à fabriquer des fentes branchiales, mais ça va se fermer, et puis on va avoir le développement des poumons. Et en fait, c'est des mutations qui vont toucher le développement embryonnaire. Et ce qui fait que quand on regarde un développement embryonnaire, on voit ces mutations qui vont... en fait, on ne voit pas les mutations, on voit les changements provoqués par ces mutations, des changements du développement embryonnaire. Et bien sûr, ces mutations qui vont provoquer un changement du développement embryonnaire, il suffit de regarder le développement de l'embryon pour les voir en action. Et c'est comme ça qu'on voit les traces de l'évolution. Finalement, l'évolution, c'est un bricolage. Oui, et puis surtout qu'on voit que notre développement n'est pas forcément optimisé. Oui, et on pourrait se demander, mais pourquoi les mutations ne sont pas faites au tout début dans un embryon très précoce et que l'on serait comme des fœtus petits humains qui grandiraient? Est-ce que la sélection naturelle et l'évolution amènent un côté additif? Ça ne peut que s'ajouter à la fin du processus parce que sinon il ne serait pas viable. Ça, c'était l'idée de Haeckel. L'idée de Haeckel, c'était que justement les mutations, les changements vont être à la fin du développement embryonnaire. Il pensait ça justement parce que ce qui peut arriver avant, il y a une boîte noire, il ne faut surtout pas toucher à ce qui se passe trop précocement. Et en fait, son idée a été contredite. C'est pour ça aussi qu'elle a été abandonnée. Voilà. Et qu'elle, en fait, il a été abandonné pour ça et pour d'autres raisons. Et en fait, en plus, ça allait bien avec les idées du 19e siècle, où en fait, Darwin a beaucoup déçu beaucoup de scientifiques, parce qu'il ne donnait pas un sens à l'évolution. Il ne disait pas que l'humain était obligatoirement obligé de venir. Il ne disait pas qu'on allait obligatoirement vers le progrès, Darwin. Et ça a déçu beaucoup de scientifiques. Et Haeckel, lui, grâce à sa théorie où tout se passe forcément à la fin, et on rajoute une étape supplémentaire, donc on complexifie, donc ça devient de plus en plus complexe. Alors, tous les scientifiques se sont réconciliés avec les idées de Darwin grâce à Haeckel, parce qu'il donnait un sens à l'évolution. Il disait, voilà, c'est obligatoirement vers le progrès, contrairement aux idées de Darwin. Et finalement, Darwin est beaucoup plus moderne que ce qu'on croit, finalement, parce qu'on a voulu faire dire à Darwin beaucoup de choses, et en réalité, on est revenu maintenant sur certaines idées de Darwin en disant, oui, en fait, Darwin avait raison. Mais sans penser aller vers le progrès, comment justement expliquer ce phénomène-là évolutif en termes d'embryon, et comment ont été contredites les idées d'Haeckel? Elles ont été contredites d'abord parce qu'on s'est rendu compte que non, on n'ajoute pas une étape à la fin du développement.
Non, les changements du développement embryonnaire peuvent se produire à toutes les étapes du développement embryonnaire, y compris les étapes précoces. Pourquoi? Parce qu'en fait, les changements ils peuvent être minimes. Et que si on ne touche pas forcément les gènes, mais les régions qui régulent les gènes, ça peut produire des changements qui seront valables. C'est-à-dire que l'embryon ne va pas devenir, il va pas être mort, il ne va pas avoir un changement tellement dramatique que finalement il ne sera pas viable. Et donc, ça peut se produire à toutes les étapes. Pourquoi Haeckel a aussi été un petit peu abandonné? Parce qu'en fait, pour bien montrer que les embryons se ressemblent à certains stades précoces, mais qui commencent vers la fin à diverger, ces dessins, il les a un peu retouchés. On l'a accusé d'avoir triché. En réalité, des embryologistes sont revenus sur les dessins de Haeckel et ils ont montré que même s'il a supprimé certains détails pour pouvoir mettre en avant les ressemblances, c'était pas vraiment de la triche. Mais à cause de ça, Haeckel, on l'a mis de côté, on l'a oublié, parce qu'il a été quand même accusé de tricherie. Donc ça a joué contre lui. Et puis autre chose également, Haeckel, on a utilisé sa théorie pour prouver que certains humains étaient plus évolués que d'autres. Et ça, c'était dans l'idée que, par exemple, l'homme blanc anglo-saxon était le sommet de l'évolution et que forcément on pouvait coloniser d'autres peuples parce qu'ils étaient moins évolués que nous. Et ça, c'est grâce à Haeckel, grâce à la théorie de Haeckel qu'on a pu dire ça. Ah oui, vous voyez, on rajoute des étapes à la fin du développement et ça continue dans l'évolution humaine. Et donc ça aussi, on s'est rendu compte que ça a amené au racisme. Et donc les idées de Haeckel, on les a mis de côté aussi. Parce Après, il pourrait y avoir un côté quantitatif, mais sans y accorder de la valeur supérieure. Voilà, exactement. Mais en fait, en réalité, quand on est revenu dans les années 90 sur l'Evo-Devo, la science de l'évolution et du développement embryonnaire, on s'est rendu compte que ça ne se faisait pas à la fin, que c'était des changements qui pouvaient se produire à plein d'étapes, y compris après la naissance, parce qu'on continue d'évoluer, on passe de cette taille-là à la taille qu'on a aujourd'hui, et il y a des changements de morphologie, la taille du tronc, la taille des bras par rapport au reste du corps, elle change au cours de notre... Et il y a encore des changements qui se font, des changements de taille, de forme, qui se font après notre naissance. Donc ça se produit, les changements évolutifs se produisent à plein d'étapes du développement. Oui, c'est juste qu'on a une base qui est celle de nos ancêtres et après il y a eu des changements évolutifs qui sont ajoutés à presque tous les stades. Voilà, à presque tous les stades du développement. Ça peut être très précoce, vraiment à des stades très très précoces. Peut-être que c'est parce que j'imagine que comme la grossesse chez l'humain est plus longue et que la fin de notre développement n'est pas en commun avec par exemple les autres vertébrés, les amphibiens, etc. Et bien dans ce cas, on a tendance à retenir la différence que pour la fin du développement parce que c'est la seule chose qu'on a de propre. Et le début, on ne voit pas la différence parce qu'on voit de manière globale dans des photos une forte similarité. Voilà, exactement. Et puis il y a aussi certains changements qui ont l'air invisibles comme ça. Et en fait, ça se passe à l'intérieur de l'embryon. Des changements qui ne sont pas très très faciles à voir, mais en fait, on les voit quand l'embryon commence à se développer un peu plus tard. Mais en réalité, les changements se sont produits très tôt dans le développement embryonnaire. Mais c'est très difficile aussi d'observer le développement d'un embryon. Parce qu'il peut aussi, oui, comme vous le dites, y avoir un changement qui commence très tôt, mais qui n'est visible qu'à la fin. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Bon, au moins, je remettrai à jour cette pensée-là. La quatrième principale question, qu'est-ce que la dérive génétique? Alors la dérive génétique, c'est quand un gène, plutôt un allèle d'un gène, n'est plus soumis à un avantage ou un désavantage. Alors, il faut imaginer, par exemple, imaginons une mutation qui donnerait une couleur bleue à certains individus et une couleur rouge à d'autres. Et il se trouve que ça n'apporte aucun avantage d'être bleu ou rouge. Dans ce cas-là, l'allèle bleu, sous l'effet du hasard, c'est vraiment du hasard total, peut d'un seul coup devenir dominant, être de plus en plus présent dans la population, et finalement, toute la population va devenir bleue. Ou l'inverse, c'est le rouge qui va devenir dominant et toute la population va devenir rouge. Et c'est complètement le hasard qui fait ça. Mais dans les très très grandes populations, il faut imaginer par exemple une espèce où il y a 10 millions d'individus, en fait ce genre de hasard a très peu d'effet. C'est-à-dire qu'en fait, les fréquences des deux gènes, le rouge et le bleu, vont à peu près rester stables. Par contre, dans les toutes petites populations, alors là, il peut y avoir un effet très fort de la dérive génétique. Imaginons par exemple une petite population d'à peine 50 individus.
qui vit dans un endroit isolé, et souvent c'est comme ça que ça se passe, hein. La dérive génétique, elle fonctionne quand il y a un effet fondateur, un petit groupe d'individus qui va coloniser un nouvel endroit et se retrouver isolé. Alors imaginons que sur ces 50 individus, il y ait une catastrophe, il y a une falaise qui s'écroule, et manque de peau, il y avait beaucoup de bleus qui étaient au bord de la falaise à ce moment-là, c'est vraiment l'effet du hasard, et il y a les bleus qui vont mourir, beaucoup de bleus qui vont mourir, et finalement la fréquence du rouge va augmenter dans la population. Voilà pourquoi la dérive génétique fonctionne très très bien dans les petites populations. Mais comme vous preniez l'exemple aussi d'un tir de dés, et que si on tire peu de dés, on a plus de chances d'avoir des grandes variations dans les résultats. Tout à fait. Ce qui fait que on a certains caractères donc, qui peuvent évoluer, pas forcément parce qu'ils sont avantageux. On a certains caractères humains même qui peuvent évoluer, qui peuvent être présents chez nous et qui ne sont pas forcément le résultat de la sélection naturelle. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez un exemple, même si c'est difficile de prouver que c'est issu de la dérive génétique? Alors, un exemple précis non, parce que justement c'est très difficile de le prouver. Par contre, il y a des discussions entre scientifiques. Alors moi, l'exemple que j'aime bien donner dans des conférences, c'est par exemple sur le fait qu'on ait perdu nos poils au cours de l'évolution. Il y a des scientifiques qui s'affrontent avec différentes théories. Certains scientifiques disent voilà, c'est l'effet de la sélection naturelle. Et à un moment, on était dans les savanes, en Afrique il faisait très chaud, et probablement qu'on était à la recherche de proies, et qu'on essayait de courir dans la savane, et on avait besoin d'évacuer notre chaleur. Donc, la sélection naturelle a retenu la mutation qui a fait perdre des poils. Mais d'autres scientifiques vont dire non, ça c'est l'effet de la dérive génétique. À un moment, les humains avaient des mutations qui faisaient perdre les poils. D'ailleurs, on peut trouver encore chez les différents primates, des chimpanzés, des gorilles, des pertes de poils comme ça. Cette mutation, elle était contre-sélectionnée, c'est-à-dire que ceux qui avaient cette mutation-là mouraient précocement parce qu'ils avaient froid la nuit, par exemple, quand il faisait froid, et que ça ne les protégeait pas contre, par exemple, les agressions physiques, parce que les poils, mine de rien, ça protège quand vous êtes griffé, etc. Et à un moment, l'homme est devenu suffisamment intelligent pour se dire on va voler la fourrure d'un autre animal, on va la poser sur ceux qui ont cette mutation, et ça va les protéger. Et le résultat, c'est que ce gène est devenu neutre d'un point de vue de la sélection naturelle. Et c'est le hasard qui a commencé à le faire évoluer. Un autre exemple que donne un généticien que j'aime bien, qui s'appelle Pierre-Henri Gouillon. Pierre-Henri Gouillon, quand il donnait des cours de génétique à une époque, il disait voilà, il faut imaginer par exemple que là il y a une mutation qui fait que on n'est plus capable de digérer le lait maternel. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, la mutation, donc, grâce au progrès de la médecine, on est capable de remplacer le lait maternel par du lait artificiel finalement. À un moment, cette mutation, elle va évoluer sous l'effet du hasard, de la dérive génétique. Peut-être que tous les humains, à un moment, sont plus du tout capables de digérer le lait maternel. Finalement, s'il y a une mutation qui fait qu'on ne produit plus de lait maternel, cette mutation-là aussi va évoluer sous l'effet de la dérive génétique. Et en fait, peut-être que plus tard, dans le futur, l'être humain sera plus du tout capable de produire de lait maternel. Mais est-ce qu'on ne risquerait pas de devenir totalement dépendant de notre environnement s'il n'y a plus de sélection dans plein de domaines comme ça, de devoir créer du lait artificiel, d'autres choses de manière artificielle Finalement, quand on y réfléchit, ça peut devenir une contrainte. Parce que là, c'est ce que en fait, vous êtes en train de m'expliquer, ça va devenir des contraintes, plein de contraintes. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, l'industrie du vêtement, elle a une très très grande importance chez l'être humain. C'est quelque chose de génial, les gens adorent acheter des vêtements, faire les soldes. Finalement, quelque chose qui était au départ une très grosse contrainte, c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel chez nous. Donc il y a des chances que tout ça évolue et que l'être humain, grâce à son cerveau, s'adapte à tout ça. On sublime ça en créant la mode. Voilà, exactement. Pouvons-nous affirmer que la pression sélective a baissé pour l'humain avec l'amélioration de notre mode de vie et des progrès de la médecine? Oui. Disons que déjà ça a commencé il y a 10 000 ans quand on a inventé l'agriculture. On est devenu sédentaire et puis on a commencé à avoir des réserves de nourriture et puis on a commencé à avoir une explosion démographique à ce moment-là. Et finalement, on était beaucoup plus en sécurité après l'invention de l'agriculture. Et puis, avec les progrès de la médecine, maintenant, c'est phénoménal. Il y a plein de maladies contre lesquelles on peut lutter.
Voilà. Mais malgré tout, en fait, on est toujours soumis aux lois de l'évolution. Et même quand on a inventé l'agriculture, ce qui s'est passé, c'est qu'on a sélectionné des gènes qui nous ont permis finalement de nous adapter à notre nouvel environnement agriculteur. Donc par exemple, c'est à cette époque-là qu'il y a eu une sélection de gènes qui nous ont permis de mieux digérer l'amidon qui était dans les céréales. C'était à cette époque-là, par exemple, qu'on s'est mis à pouvoir digérer le lait maternel, le lait des vaches qu'on élevait, les laits de chèvre aussi, quand on était adulte. La plupart des mammifères, arrivés à l'âge du sevrage, ne peuvent plus digérer le lait. Et bien nous, on est capable, en tout cas les populations qui descendent des premières populations de pasteurs qui faisaient de l'élevage sont capables de digérer le lait. Et puis ce qui se passe, c'est que dans les années 70, il y a un scientifique du nom de Van Valen, lui il a dit non. Non, en réalité, on est toujours soumis à la sélection naturelle et on est toujours soumis à des pressions. Et en fait, il explique que ce qu'on pense être l'évolution, c'est-à-dire s'adapter à des nouveaux environnements, des changements à l'extérieur de nous, en réalité c'est qu'une toute petite partie de l'évolution. Van Valen, il explique qu'il y a une course évolutive entre les parasites. Les parasites, ça peut être des virus, des bactéries, des vers, etc. Et ces parasites, ils vont nous attaquer en permanence. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des nouvelles mutations qui vont les rendre de plus en plus dangereux. Ce qui fait que, ils vont s'attaquer à nous, créant des nouvelles maladies, et ça va nous sélectionner pour des gènes de résistance. Et en fait, on a plein de gènes de résistance à ces maladies, parce qu'au cours de l'évolution, on a tout le temps été attaqué par des nouveaux virus, des nouvelles bactéries. On a toujours eu des nouvelles maladies qui sont arrivées, et ça a sélectionné, on a plein de gènes de résistance en nous contre ces maladies. Par exemple, on peut citer le fait qu'il y a plein de prêtres qui ont été soignés la lèpre dans certains pays à une époque, au 19e siècle, et en fait ils n'attrapaient jamais cette maladie-là. Mais pourquoi? Parce que les Européens ont des gènes de résistance à la lèpre en eux. Parce qu'à une époque, la lèpre a fait des ravages, notamment au Moyen-Âge, et que finalement il y a eu de la sélection. Ce qui fait qu'on va tout le temps avoir des nouvelles maladies, et il va tout le temps falloir s'adapter. Sauf que ça ne va plus être la sélection naturelle qui va agir, ça va être la médecine, avec les vaccins, les médicaments, qui vont remplacer finalement le fait que certains meurent et d'autres survivent avec des gènes de résistance. Parce que là, vous parlez de l'hypothèse de la reine rouge. C'est ça. Et il s'agit d'une forme de coévolution entre oui. un parasite et son hôte. Mais à ce moment-là, il faut que les dégâts du parasite soient assez élevés pour oui. qu'il y ait vraiment cette coévolution. Et est-ce que, à l'heure actuelle, les dégâts des maladies, des parasites ne sont pas trop infimes pour que cela rentre en compte? Alors, il y a certaines maladies qui tuent énormément. Quand on voit par exemple le Covid-19, il a tué beaucoup de personnes. Quand on voit le sida, il a tué énormément de personnes. Et ce qui est intéressant par exemple, c'est que dans certains coins en Afrique, il y a des gènes de résistance au virus du sida qui sont apparus. Et on a des gènes de résistance qui ont commencé à se développer. Alors évidemment, l'espèce humaine est de plus en plus aidée par la médecine. Et on sera de plus en plus, de moins en moins plutôt soumis à ces phénomènes de sélection naturelle. Et c'est de plus en plus la médecine qui va prendre le relais. Ça veut dire que cette course évolutive, puisqu'on parlait de la course de la reine rouge, cette course évolutive, elle ne se fera plus entre des humains qui vont mourir, mais qui vont avoir des résistances, et les parasites. Ça va être entre la médecine qui va devoir inventer toujours plus de vaccins, de médicaments, pour lutter contre ces nouvelles maladies qui vont arriver. Oui, puis j'avais vu aussi que, bon ça reste à vérifier, je parle sous votre contrôle, que le niveau de virulence, plus le niveau augmentait, plus la fitness des organismes qui attaquent des parasites, etc. diminuait, parce que je m'étais demandé pourquoi il n'y avait pas des maladies, des parasites extrêmement virulents qui proliféraient sur Terre, et j'avais vu que c'était corrélé négativement entre eux. Parce qu'en fait, alors par exemple, on peut prendre le cas d'un virus, plus un virus devient virulent, alors déjà plus il va tuer d'autres, plus il va se transmettre, mais plus il va tuer d'autres. Mais finalement, ça va avoir un effet négatif. Parce que par exemple, on peut prendre des virus très dangereux comme Ebola ou Marburg, ils vont tuer beaucoup de personnes. Mais à un moment, ils vont faire le vide autour de ça, va être la politique de la terre brûlée. Et
il n'y aura plus possibilité de se transmettre. Alors que si un virus diminue sa virulence, bah finalement, il va faire moins de dégâts, mais il aura plus de possibilités d'être transmis. Et finalement, c'est la sélection naturelle qui, à un moment, va faire en sorte que les virus qui seront un peu moins virulents auront plus de possibilités de se répandre. Et le gène qui les a rendus moins virulents va avoir plus de possibilités de transmission. Le Covid, on a prédit qu'il allait évoluer un peu comme ça finalement. Et ça a l'air de se vérifier. Les nouveaux variants, finalement, ont l'air d'être moins dangereux, mais par contre, ils peuvent se répandre beaucoup plus facilement. Oui, parce que j'imagine que par exemple, s'il y a un virus qui est extrêmement virulent, il va y avoir une sélection super rapide des autres qui n'ont pas exactement le même génome et qui ont des résistances. Et ce qui fait que ça va engendrer une sélection aussi d'un virus qui sera légèrement différent et pas le virus qui lui-même est virulent. Donc c'est ça que oui. vous êtes en train de... Oui, enfin, disons que je vais dire que le virus, il va devenir moins dangereux. Parce que ça a un avantage pour lui, c'est que ça lui permet de mieux se répandre. S'il est trop dangereux, s'il tue trop d'autres, en fait, il va tuer tous les autres dans un coin et ils ne pourront plus transmettre à d'autres personnes. Si un virus est un peu plus invisible, bah, finalement, il y a plus de possibilités qu'un humain puisse le transmettre à son voisin. Parce qu'il sera plus difficile de voir que la personne est contaminée par un virus. Et peut-être que justement, si la personne meurt très rapidement, elle n'aura pas la possibilité de rentrer en contact avec par exemple 10 humains pour transmettre le virus à 10 personnes. Parce que là, je me demandais comment il devenait moins virulent. Parce que imaginons qu'il y ait une population de virus, oui. avec certains qui soient très virulents et d'autres moins virulents. Comment les virus moins virulents pourraient davantage se reproduire Ben voilà. Ben, l'avantage, c'est que le virus moins virulent va peut-être tuer moins d'autres. Donc ça veut dire qu'il va moins se multiplier dans le corps. Parce que c'est ça. Être virulent, c'est quand un virus se multiplie beaucoup, il détruit des cellules à l'intérieur de notre corps. Donc il est très dangereux. En se multipliant moins, il fait moins de dégâts. Alors peut-être qu'il est moins transmissible, mais par contre l'avantage, c'est qu'un humain qui possède ce virus moins virulent, en fait, va continuer à se déplacer, va continuer à vivre, va continuer à croiser d'autres personnes, 10, 20 personnes. Il va transmettre ce virus à 20 personnes, ce qui fait que c'est ce variant-là qui va être transmis. Alors que le virus qui, lui, est plus dangereux, qui se multiplie beaucoup plus, peut-être qu'il est plus transmissible, mais le problème, c'est que si la personne meurt au bout de 2 jours, elle aura rencontré 3 humains pendant ce temps-là. Donc, elle l'aura transmis seulement à 3 personnes. Donc, vous voyez que c'est la sélection naturelle, ça va dépendre de l'environnement, en fait. Oui. Et je voulais vous poser la question, si on se base sur l'hypothèse de la Reine Rouge, pourquoi la sexualité est-elle avantageuse dans le monde du vivant comparée à une reproduction asexuée? Alors c'est une bonne question, effectivement. Les parasites, notamment les virus et les bactéries, ont un très gros avantage sur nous. C'est qu'ils mutent et ils changent à un rythme très élevé. Donc dans la course de la Reine Rouge, où en fait c'est vraiment le virus va être plus virulent, dans ce cas-là, ça va sélectionner des hôtes résistants. Le virus va avoir une nouvelle mutation qui va lui permettre d'être encore plus virulent, mais on va avoir un nouveau gène de mutation, doit être encore plus résistant, etc. etc. C'est ça la course de la Reine Rouge. En fait, le problème, c'est que les virus et les bactéries ont un très gros avantage. Ils mutent beaucoup plus que nous, à un rythme beaucoup plus important. Et le problème, c'est qu'on est vite dépassé parce que nous, les humains et les autres animaux, on a un rythme de mutation qui est beaucoup moins important. Ça veut dire que quand un virus a un avantage, le temps qu'une mutation puisse apparaître, qui nous donne une résistance, c'est beaucoup plus long. Heureusement, la sexualité va apporter un très gros avantage. C'est que la sexualité va faire du brassage génétique. Elle va permettre de mélanger tous les allèles qui sont présents dans la population humaine et finalement de créer des combinaisons qui peuvent apporter une résistance. Et ce brassage génétique, ça va permettre de faire ça dans un temps beaucoup plus court que si il fallait juste compter sur le fait qu'il fallait qu'une mutation apparaisse au cours du temps. Ça va donner même un temps très très court à l'apparition de nouveaux variants, avantageux pour nous. Et donc, ce qu'on pense justement, c'est que pendant très longtemps, on s'est demandé
quel était l'avantage de la reproduction sexuée. Certains scientifiques ont écrit des livres là-dessus, plein de livres là-dessus, parce que finalement, si on y réfléchit bien, une femme, elle va se séparer de la moitié de son génome pour accepter le génome d'un homme, mais donc elle se sépare la moitié quand même de ses gènes. Donc au niveau de l'évolution, éliminer la moitié de ses gènes, finalement, c'est pas très avantageux par rapport au fait que l'évolution, c'est le fait de maximiser la transmission de ses gènes. À part si elle se reproduit avec son frère. Mais... Voilà, à part ça, bien sûr, oui. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'est dit, mais quel est l'avantage de la reproduction sexuée? D'autant plus que souvent, c'est dangereux, la reproduction sexuée, et que certains animaux se parent de couleurs magnifiques qui les rendent plus visibles par des prédateurs. Et puis, parfois, certains animaux vont jusqu'à l'épuisement pour réussir à faire de la reproduction sexuée. Certains animaux meurent juste après la reproduction sexuée. On voit les saumons qui meurent comme ça après s'être reproduits. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que ça nous permet de lutter efficacement contre des parasites. Et il y a eu plusieurs études assez récentes, parce que ce n'était pas évident à mettre en œuvre, ce genre d'études. Plusieurs études ont montré qu'effectivement, le fait d'avoir de la reproduction sexuée nous permettait de lutter beaucoup plus efficacement contre des parasites et des bactéries, des virus, etc. Et on a même trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. On a trouvé un organisme, quand il est attaqué par un virus, d'un seul coup cet organisme il devient haploïde, parce que on est tous, la majorité des animaux, on est diploïdes, donc on a tout notre génome présent en 2 exemplaires. D'un seul coup il devient haploïde et il se transforme en spermatozoïde. Et on se dit que finalement, on a appelé ça Et en fait, en faisant ça, cet organisme il devient invisible par rapport au virus. C'est-à-dire qu'il peut lutter contre le virus. Et en voyant ça, on a appelé ça la théorie du chat du Cheshire. Ça vient encore d'Alice au Pays des Merveilles, comme la théorie de la Reine Rouge. Parce qu'on se dit que finalement, l'apparition des spermatozoïdes, ça pourrait être lié au fait de lutter contre des virus qui attaquent. Et c'est aussi un argument pour dire, voilà, la reproduction sexuée, c'est un moyen de lutte contre nos parasites. Oui, parce que j'imagine aussi tous ceux qui travaillent dans l'agriculture, le fait de créer des espèces qui s'auto-reproduisent juste avec des gamètes femelles, par exemple, eh bien, ça peut avoir des gros désavantages en cas d'épidémie, même si sur le moment c'est pratique qu'elles s'auto-reproduisent. Exactement. Et il y a un exemple célèbre, mais c'est vrai que toutes nos plantes, tous nos animaux d'élevage sont génétiquement presque tous identiques. Ça pose des problèmes. S'il y a une maladie qui arrive, une nouvelle maladie, elle va attaquer toutes nos plantes comestibles, elles vont attaquer tous nos animaux d'élevage. Et ça s'est produit, il y a eu des maladies qui ont détruit des vignes en France à une époque. Il y a un exemple célèbre, c'est en Irlande, où une grande partie de l'économie de l'Irlande à une époque était basée sur la pomme de terre. Et les Irlandais vivaient beaucoup de la pomme de terre, ne serait-ce que pour se nourrir eux-mêmes, mais aussi pour la vendre. Le problème, c'est que tous les plants irlandais étaient génétiquement identiques. À un moment, il y a une maladie qui est arrivée, qui a détruit une grande partie des pommes de terre de l'Irlande, c'était au 19e siècle. On chiffre les dégâts en millions de morts. Il y a eu des millions et des millions d'Irlandais qui sont morts. L'économie a été réduite à néant. Et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'il y a énormément d'Irlandais qui sont partis vivre aux États-Unis, parce que la vie était très très difficile à cette époque-là. On voit ce que ça peut apporter d'avoir des plants comme ça, ou des animaux qui sont génétiquement identiques. Ça nous apporte un avantage énorme d'avoir de la diversité génétique. Et justement, vis-à-vis de ça, pourquoi la parthénogenèse, que je vous laisserai définir parce que je suis fainéante, n'a pas lieu chez les mammifères comme les Homo sapiens? Est-elle possible structurellement chez Homo sapiens? Alors, la parthénogenèse, ça vient de parthénos, la femme, et la genèse. Donc ça veut dire, en fait, faire un enfant à partir d'un ovule, qui, au lieu d'être un ovule qui devrait être fécondé par un spermatozoïde, cet ovule va devenir un embryon. Et finalement, vous allez avoir un embryon qui va se développer sans avoir besoin d'un mâle qui va intervenir. Et qui est le clone de sa mère génétiquement, quasiment? Pas tout à fait, parce que dans le cas de la parthénogenèse, il y a quand même des phénomènes de recombinaison génétique qui vont avoir lieu.
Donc il va y avoir quand même une petite variation. Pas autant pour avec la sexualité, mais il y a quand même une variation. Une petite variation. Malgré tout, ça reste quand même un individu qui va être très très proche de sa mère. Alors, ça peut apporter un avantage pour coloniser certains milieux où il y a très peu de prédation, par exemple. On arrive dans un milieu nouveau, on a besoin de coloniser ce milieu rapidement. La parthénogénèse apporte un avantage. Dans le cas de la reproduction sexuée, il faut 2 individus, un mâle et une femelle, pour avoir une descendance. Dans le cas de la parthénogénèse, un individu seul suffit pour avoir de la descendance. C'est quand même un gros avantage pour coloniser un milieu. Oui, ou même s'il y a une forte dispersion des individus et que par exemple une femelle ne croise jamais un mâle autour de son environnement. Exactement. Ça aussi, ça peut apporter un avantage. Le problème de la parthénogénèse, c'est qu'il y a une réduction effectivement de la diversité génétique. Et puis, au cours de l'évolution, on a remarqué que chez les vertébrés en général, il y avait tendance à limiter la parthénogénèse. Peut-être justement pour favoriser la diversité génétique. On sait que ça existe, la parthénogénèse, chez les reptiles, qui sont nos plus proches parents, nous les mammifères. Donc chez certains lézards, chez certains serpents, on a des cas de parthénogénèse qui sont avérés. Dans certains zoos, on a laissé des femelles comme ça toutes seules pendant très longtemps, puis d'un seul coup, on les voit pondre des œufs et faire de la descendance. Et c'est de la parthénogénèse, parce qu'on ne savait pas que ça existait chez ces animaux-là, mais en fait, il y a de la parthénogénèse. Chez les mammifères, il n'y a aucun cas avéré de parthénogénèse. Parce qu'au cours de l'évolution, il y a eu des mécanismes qui se sont mis en place, qui ont bloqué cette parthénogénèse. Alors pourquoi? Je ne sais pas, on n'en sait rien. Mais effectivement, chez les mammifères, c'est très limité. C'est même réduit à 0. Il y a des phénomènes, par exemple, de marquage génétique, de marquage parental, qui font qu'effectivement, la parthénogénèse va poser problème, parce qu'avec ce marquage parental, certains gènes vont être effacés dans les ovules. Et si vous effacez des gènes, c'est pas très grave, parce qu'il va y avoir le spermatozoïde qui va apporter le gène qui, lui, n'a pas été effacé, donc c'est fonctionnel. Mais si c'est l'ovule où il y a le gène qui est effacé, qui va donner naissance à un embryon, finalement vous allez avoir un gène effacé chez l'embryon, il ne sera pas viable. Donc ces phénomènes de marquage parental... Mais surtout qu'il y a plusieurs cycles où justement il y a maintenance et après effacement, et ensuite il faut de nouveau le parental masculin, femelle, pour que ça fonctionne, et sinon le fœtus ne serait pas viable sans ça. Et sinon le fœtus n'est pas viable, donc c'est un mécanisme redoutable. Et en fait, si on voulait un jour, un savant fou, si vous voulez essayer de faire de la parthénogénèse chez l'être humain, il faudrait déjà qu'il trouve le moyen d'effacer ce mécanisme de marquage parental. Alors le marquage parental, c'est quoi? Je ne l'ai pas défini. C'est pas une mutation. C'est le fait, en fait, de finalement cacher l'ADN. Alors pour le cacher, c'est simple. L'ADN, c'est un long fil. Il suffit de le mettre en boule, de bien l'enfermer dans cette petite boule, et bien il est plus accessible à la lecture. C'est ça finalement le fait de cacher un gène, de l'effacer. Et donc ce marquage parental, oui, c'est un phénomène redoutable qui va empêcher la parthénogénèse. Donc pas encore de descendance pour les personnes homosexuelles pour le moment. Pour le moment, effectivement, c'est pas possible. 7e question, quelles sont les dernières découvertes concernant la lignée ancestrale d'Homo sapiens? Alors, il y a énormément de progrès, et ça c'est quelque chose qui est en train d'exploser, par le fait qu'on est capable maintenant de séquencer l'ADN des fossiles. Et c'est grâce à un scientifique qui a eu le prix Nobel en 2022, c'est Svante Pääbo, c'est un scientifique suédois, qui a réussi à faire séquencer l'ADN de l'homme de Néandertal. Ça a été toute une aventure, il y a un livre qui a été écrit justement sur cette grande aventure, parce qu'il y a eu énormément de défis, énormément de barrières qu'il a fallu faire sauter pour réussir à faire séquencer cet ADN. Mais depuis, ils ont mis au point tout un tas de techniques qui en fait sont utilisées partout dans le monde, par plein de chercheurs, pour faire séquencer de l'ADN d'hommes de Néandertal, mais aussi d'Homo sapiens, d'avant l'apparition de l'agriculture, d'après l'agriculture, etc. Et ça redessine complètement l'histoire humaine. Il faut le dire qu'il y a eu des choses incroyables qu'on a découvertes, et on comprend beaucoup mieux les migrations qui ont eu lieu au cours de notre histoire. Par exemple, il y a un phénomène qui n'était pas du tout répertorié dans aucun livre d'histoire, puisque c'était à une époque où justement
il n'y avait pas de récit de cette aventure, mais on sait que tous les Européens ont en eux de 40 à 60% de gènes qui viennent d'un peuple qui s'appelait les Yanmanias, qui vivaient du côté de l'Ukraine et de la Russie actuelle, là où on se fait la guerre en ce moment. Et ce peuple, qui est probablement l'inventeur de la roue, probablement aussi le premier peuple à avoir réussi à domestiquer le cheval, bah, ce peuple est arrivé en masse en Europe. Est-ce que ça s'est fait de manière guerrière? Est-ce que ça s'est fait sur du très long terme, pacifiquement? On n'en sait rien. Mais on a tous de l'ADN de ce peuple en nous. Et même une majorité de notre ADN est composée de ce peuple. Et ça, on ne le savait pas. C'est grâce aux découvertes de la paléogénétique. On ne savait pas exactement quand la couleur blanche de la peau est apparue chez les Européens et chez les Asiatiques. On pensait que c'était très précoce. Après la sortie de l'Afrique, les êtres humains sont partis en Europe, ils sont montés vers le nord, et il y a eu une sélection naturelle pour que la peau soit plus blanche, ce qui permettait d'avoir plus de rayons de soleil pour fabriquer une vitamine qui est fabriquée au niveau de la peau. Et bien on s'est rendu compte qu'on s'est trompé complètement. Avec la paléogénétique, on se rend compte que les humains qui vivaient en Europe il y a encore 8000 ans, en Angleterre, en Allemagne, en France, au Danemark, ils avaient la peau qui était noire. Et en fait, la peau blanche, elle est apparue seulement au moment de l'invention de l'agriculture, dans la zone du croissant fertile. Et pourquoi? Eh bien, c'est une bonne question, parce que les premiers agriculteurs, en fait, mangeaient beaucoup de céréales, très pauvres en vitamine D. Donc, ils avaient des carences en vitamine. Or, la carence en vitamine D, elle est mortelle. Et seuls ceux qui avaient une mutation, qui leur ont permis d'avoir une peau plus claire, donc de fabriquer au niveau de la peau plus de vitamine D, ça a compensé le fait qu'il y en ait beaucoup moins dans l'alimentation. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une hypothèse ou ça a été plutôt vérifié? Alors, ça, c'est vérifié. Par contre, le fait que ce soit produit au moment de l'apparition de l'agriculture, ça, on s'en doutait pas du tout. C'est en faisant séquencer des ADN d'humains après l'agriculture, avant l'agriculture, qu'on a découvert ce phénomène-là. On a découvert de l'ADN d'une petite fille au Danemark qui était encore un chasseur-cueilleur, donc avant l'agriculture. Il y a 6000 ans, elle avait la peau noire. Le plus vieil anglais trouvé jusqu'à maintenant, le plus vieux britannique, il a 9000 ans. Quand on a fait séquencer son ADN, on s'est rendu compte qu'il avait la peau noire. Donc c'est très récent. Et on fait plein de découvertes comme ça. On découvre comment les humains ont migré. On découvre par exemple que, en faisant séquencer l'ADN, on a découvert une lignée humaine fantôme. Elle était totalement inconnue. Il n'y avait aucun squelette qui avait été conservé. C'est l'homme de Denisova. Ah oui. Voilà. Et l'homme de Denisova, d'un seul coup, on fait séquencer l'ADN d'une dent trouvée dans une grotte quelque part en Russie. Et on découvre qu'il y avait une lignée humaine inconnue qui n'avait laissé aucune trace jusqu'à maintenant. Moi, je trouve ça extraordinaire. Les progrès de la paléogénétique sont en train de redessiner complètement, de réécrire un petit peu finalement l'histoire humaine, telle qu'on l'imaginait. Oui. Je vais passer à la dernière question. Quel est selon vous le principal mystère qui demeure à éclaircir concernant l'évolution naturelle d'Homo sapiens? Moi, je pense que ça va dépendre du scientifique à qui on pose la question. Il y a des scientifiques qui répondront que ça va concerner certaines maladies, ou que ça va concerner, par exemple, le cerveau humain. Qu'est-ce qui peut expliquer? Alors c'est vrai qu'il y a plein de scientifiques qui se demandent si toutes les capacités du cerveau humain, comment elles sont apparues, quand elles sont apparues, etc. Moi qui m'intéresse beaucoup à l'histoire de la lignée humaine, moi je dirais que pour moi c'est voilà, notre espèce, Homo sapiens, elle est apparue par exemple il y a 300 000 ans. Mais comment ça s'est fait? Parce que finalement, est-ce que certains disent que c'est plutôt une grande population de cette époque-là qui vivait en Afrique, qui a évolué un peu partout en Afrique. D'autres disent que ça s'est plutôt fait à un endroit précis de l'Afrique, qui reste à découvrir encore aujourd'hui, dans une population plutôt isolée, qui finalement aurait évolué vers l'Homo sapiens. Donc en fait, moi, pour l'instant, on n'en sait rien. Ça fait partie, moi, des choses que j'aimerais bien savoir. C'est comment notre espèce Homo sapiens est apparue. Et comment elle a fait ses migrations aussi au fil du temps. Oui, et pourquoi par exemple il y a 70 000 ans, alors qu'elle est restée pendant presque 200 000 ans en Afrique. Pourquoi il y a 70 000 ans, d'un seul coup, elle sort en masse et elle envahit tout le monde. Il y a 70 000 ans, voilà, elle a sorti de l'Homo sapiens de l'Afrique.
Alors, est-ce que c'est lié à des changements climatiques? Ça aussi, c'est une question que je trouve très intéressante. Pourquoi d'un seul coup on se met à envahir le reste du monde? On est présent très rapidement en Europe, en Asie, en Océanie même. Donc, c'est des questions aussi qu'on se pose sur l'espèce humaine. Et est-ce qu'il y a des hypothèses pour l'instant? Alors, on pense qu'il y a dû y avoir des changements climatiques, effectivement, qui ont fait... Mais peut-être aussi c'est tout simplement lié à notre esprit. Oui, ou aussi des changements cognitifs qui voilà. nous poussent à explorer aussi davantage. Il y a une hypothèse qui est qu'il y a eu un changement cognitif qui s'est fait à ce moment-là. Et ce changement cognitif, finalement, il aurait poussé l'être humain à devenir un explorateur et à vouloir voir d'autres endroits. Donc c'est une hypothèse qui pour l'instant n'est pas confirmée. Mais effectivement, ça pourrait expliquer pourquoi cet être humain... d'un seul coup, il va voir ailleurs et puis il part même en groupe assez important pour essayer d'envahir un petit peu partout. Ou alors, j'invente une hypothèse maintenant, ou alors des guerres internes en Afrique qui poussent certaines populations à fuir. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Oui, changement climatique, des guerres aussi, effectivement. On imagine... Vous voyez, par exemple, on va beaucoup plus tard dans l'évolution même, mais il y a 10 000 ans, il y a l'invention de l'agriculture. Et puis on se sédentarise dans la région du croissant fertile, Iran, Irak, sud de la Turquie. Puis d'un seul coup, tous ces agriculteurs, alors on sait qu'il y a eu une explosion démographique, mais d'un seul coup, tous ces agriculteurs-là, ils vont partout. Ils envahissent l'Europe, ils vont en Asie, et qu'est-ce qui les a poussés? Alors on peut imaginer que peut-être il y avait plus assez de place, avec l'explosion démographique, mais peut-être aussi qu'il devait y avoir peut-être les premiers tyrans. Allez, on peut imaginer des histoires, qu'il y avait les premiers tyrans, les premiers chefs de village, les premiers dictateurs, oui, puis, et que les gens ont voulu fuir aussi peut-être ces conditions-là. Parce que aussi, par exemple, au Moyen-Âge, à un moment donné, il y a eu une explosion démographique, et juste après les croisades. Et il y a certains historiens qui créent l'hypothèse que quand il y avait plusieurs fils dans une famille, on les envoyait en croisade pour qu'il n'y en ait qu'un qui puisse garder les terres et que les terres ne soient pas divisées en plein de personnes. Oui. Donc je ne sais pas si à l'époque il y avait déjà la notion de répartition des terres, de privatisation et le fait de léguer à ses enfants, mais c'est sûr que l'explosion démographique, ça peut être une explication aussi. Et puis moi j'aimerais savoir par exemple, donc tous les Européens ont ce génome du peuple des Yan-Maya qui vivaient du côté de l'Ukraine et de la Russie. Mais pourquoi ils sont venus? Ça, là, on ne sait pas. Et d'ailleurs, on ne sait pas si c'était... On sait que c'est des hommes. Grâce à l'analyse de l'ADN, on sait qu'il n'y a que les hommes qui sont venus. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des guerriers, conquérants, venant essayer de trouver d'autres terres? Mais pourquoi ils ont fait ça? Alors d'autres disent non, il ne faut pas imaginer forcément des guerriers, ça a pu être de gentils finalement agriculteurs qui sont arrivés avec leurs chariots et leurs bœufs et qui sont venus s'installer ailleurs. Mais pourquoi aussi? Mais dans ce cas, ils seraient plus venus avec leurs femmes, c'était vraiment dans une... Voilà, si c'était dans une... alors, est-ce que c'est lié justement à des phénomènes comme ça où les fils de famille ont donné tout à l'aîné et puis les autres, ils n'avaient rien et dans ce cas-là, ils ont été voir ailleurs parce qu'ils se disaient que peut-être ils trouveraient d'autres choses ailleurs. Donc c'est à ce moment-là que cette population s'est reproduite avec d'autres populations qui vivaient... Oui, c'est-à-dire en fait ils sont partis. S'il n'y avait que des hommes, ils ont dû trouver des femmes. Voilà, exactement, sur place. Et tous les Européens, alors il y a eu juste 2-3 exceptions dans l'histoire, on sait grâce à la polygénétique, par exemple les Crétois, ils n'ont aucun... les vrais Crétois d'origine n'ont aucun ADN de ces... D'accord. Voilà, et aussi les Sardes. Et par exemple... je pense que tout le monde a déjà entendu parler d'Ötzi. Ötzi, c'est cet être humain qui a été trouvé dans les glaces, dans les Alpes, avec une trace de flèche dans le dos, et on se demande s'il n'a pas été assassiné. Alors, et en plus, il y a les vêtements qui sont conservés, il y a plein de choses. Ça a été un objet d'étude intéressant. Puis on a fait séquencer son ADN, parce qu'on voulait savoir d'où il venait. Et son ADN nous dit qu'il ressemble aux Sardes. Et alors au début, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'un Sarde viendrait faire dans les Alpes? Alors que quand on analyse un petit peu ce qu'il a mangé, ce qu'il avait sur lui finalement, ça ressemble plus à des choses qui étaient plutôt locales, plutôt dans le centre de l'Europe. Et en fait, pourquoi est-ce que son génome ressemblait à celui des Sardes? Parce que Ötzi n'avait pas encore en lui l'ADN des Yan-Maya, et les Sardes non plus. Voilà. Et donc, voilà, c'est un mystère. Pourquoi on a ce peuple qui est venu en Europe massivement, qui
qui peut représenter 80% dans le nord de l'Europe, 80% du génome des Nord-Européens, c'est ce peuple-là qui l'a légué. Mais pourquoi? Voilà. Ça fait partie des mystères aussi, où j'aimerais bien une réponse. Moi aussi. Et donc déjà, merci beaucoup pour votre intervention qui était extrêmement intéressante. Et je voulais vous demander, est-ce que vous auriez un ouvrage à conseiller pour approfondir les questions qu'on a abordées? Plein d'ouvrages, honnêtement. La petite liste. Voilà. En paléogénétique, si les gens s'intéressent à ça, par exemple, il y a les ouvrages de Evelyn Heyer sur l'Odyssée des gènes humains. Ça, c'est très intéressant. Et puis sinon, pour tout ce qui est l'évolution, comprendre la sélection naturelle, toutes ces histoires de dérive génétique aussi. Il y a les avatars du gène de Pierre-Henri Gouillon, qui est vraiment un très très bon bouquin. Et qui aussi repose un peu les bases de ce que c'est que l'évolution. Et la théorie de la reine rouge, tout ça est un peu exposé dans son ouvrage. D'accord. Merci, ça va, la liste est restée accessible. Exactement. Bien, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Je souhaite aussi une bonne journée à tous nos auditeurs et à bientôt.